Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Toyota GR86 de 2022. Les amis, me voilà parti pour le test d'une voiture extrêmement rare en France. D'ailleurs, elle est tellement rare en France que celle-ci ne vient pas de France. Elle est actuellement immatriculée au Luxembourg. Je tiens d'ailleurs à remercier mon abonné d'avoir fait toute cette route afin que je puisse vous la présenter et que je puisse la tester sur le même lieu de tournage qu'habituellement. Donc cette voiture, il s'agit de la Toyota GR86, à ne pas confondre avec sa grande sœur, la GT86. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de tester exactement la GT86, mais vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'ai eu l'occasion de tester à 2 reprises sa sœur jumelle, la Subaru BRZ. J'allais dire GRZ. BRZ. Donc, ce sont les GT86 comme les BRZ, des coupés propulsés par des moteurs 4 cylindres de type boxer. Ces voitures ont été proposées en France pendant quelques années et maintenant on est sur la relève, la nouvelle génération qui ne s'appelle plus donc GT86 chez Toyota, elle s'appelle GR86, GR faisant référence à Gazoo Racing, c'est la division sport de chez Toyota. Il existe également une version Subaru de cette nouvelle GR86, mais sachez qu'elle n'a pas été officiellement distribuée en France. Du moins, si c'est le cas, je n'en ai trouvé aucune trace. Donc techniquement, cette GR86, c'est bien sûr l'évolution de la GT86. On voit déjà qu'esthétiquement, ça reprend les mêmes codes. Il s'agit d'un coupé. La voiture est relativement basse. Elle est tout en longueur. Elle mesure 4 mètres, un peu moins de 4 mètres 40 si je ne me trompe pas. Par contre, il y a eu quand même pas mal d'évolutions entre cette GT86 et la GR86. Tout d'abord, ce qui a évolué, c'est l'esthétique. On a une face avant plus moderne, avec une prise d'air peut-être un peu plus imposante. On a les feux qui sont maintenant aussi un peu plus effilés, plus modernes. À l'arrière, ça a également bien sûr évolué. Et même si on la regarde de côté, vous voyez que, on va dire, le kit carrosserie est différent. On a une prise d'air dans l'aile à l'avant, on a un bas de caisse. On a également maintenant un aileron qui est intégré dans le design du coffre et plus par-dessus celui-ci. Donc, il y a vraiment des différences esthétiques entre ces deux générations de voitures. Personnellement, j'aimais beaucoup le design de la GT86 ou BRZ. Eh bien, j'aime toujours cette version un peu plus moderne. Mais c'est vrai qu'au niveau des feux avant, je préférais l'ancienne génération. Si vous avez suivi mes précédents tests, vous savez qu'à l'époque, sur la GT86, les consommateurs avaient fait plusieurs reproches et celui qui revenait le plus souvent, c'était clairement le manque de puissance. Et je dis ça avec énormément de guillemets parce que pour moi, un 2 litres de 200 chevaux, c'était déjà franchement pas mal. Mais c'est vrai que c'était pas exubérant. Aujourd'hui, donc pour pallier à ça, Toyota et Subaru ont de nouveau travaillé ensemble afin de faire évoluer cette motorisation. Je rappelle donc qu'il s'agit d'un moteur type boxer, un moteur à plat. Ce moteur donc est passé d'une cylindrée de 2 litres sur la GT86 à maintenant 2 litres 4. Ce qui lui permet d'avoir plus de puissance. On est passé de 200 à 235 chevaux. Plus de cylindrée veut dire également plus de couple. On arrive maintenant à 250 Nm et surtout le couple est délivré beaucoup plus tôt. Maintenant, on a le maximum de celui-ci à partir de 3500 tours. Donc globalement, au niveau de la motorisation, tout est mieux. Plus de puissance, plus de cylindrée, plus de couple. Et quand on regarde les caractéristiques constructeurs,
le moteur ne consomme pas plus. On est toujours à environ 8 litres au 100. Au niveau du poids, il n'y a pas eu réellement d'évolution. La voiture pèse toujours environ 1,3 tonne avec le carburant. Donc de nouveau, c'est plutôt raisonnable pour une voiture moderne. Et avec 240 chevaux, ça devrait fonctionner très très bien. Donc comme je vous l'ai dit en intro, cette voiture vient du Luxembourg et on reparlera de la raison qui justifie ça dans quelques instants. Mais sachez surtout que le modèle qu'on me rapporte aujourd'hui est totalement d'origine. Donc elle est dans la finition qui était proposée à l'époque. Il n'y a pas eu de modification ni esthétique ni technique sur cette voiture par son propriétaire. Donc comme d'habitude, je commence mon périple en ville. Donc là je suis vraiment en centre-ville, je roule à très très basse vitesse. Ça se passe très bien, la voiture comme vous pouvez le voir est assez basse. Les espaces vitrés sont plutôt bons, même si on est toujours avec un design très moderne, donc avec on va dire un presque 2 tiers, 1 tiers en rapport surface de vitre, surface de carrosserie. Donc il y a 2 tiers de carrosserie, 1 tiers de vitre. On a des surfaces vitrées qui permettent de prendre les infos sans problème. Bien sûr, les montants sont quand même assez imposants devant, mais ça ne crée pas non plus un angle mort gigantesque. Mais, comme on peut s'y en douter, à l'arrière, on a un angle mort forcément au niveau de l'entourage de la vitre arrière. Heureusement, les rétros sont assez grands. Ils sont bien sûr réglables électriquement, rabattables. On vous prend les infos sans réelle difficulté. En plus, quand je regarde dans mon rétro central, j'ai vraiment l'intégralité de mon miroir qui reflète ce qu'il y a à travers la vitre. Je ne suis pas gêné par les angles morts à ce niveau-là. Donc vu que cette voiture est dans la gamme GR chez Toyota Gazoo Racing, je rappelle que c'est la division course, on est en droit de s'attendre quand même à avoir une finition un petit peu sport. Donc lorsqu'on rentre dans le véhicule, on est tout de suite accueilli par 2 beaux sièges baquets. Les sièges sont en cuir et alcantara, ils sont noirs et même reproche que sur la GT86 ou la BRZ, les sièges sont un peu, on va dire, neutres. Ils ne sont pas siglés par un logo GR ou par un logo Toyota. Ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, les sièges sont vraiment sport. Moi, je suis vraiment, comment dire, enserré par le siège. Je ne peux pas réellement bouger dedans. Personnellement, j'adore cette sensation. Sinon, ces sièges sont avec des réglages mécaniques. Il n'y a pas de réglage électrique. Et petite particularité, par contre, on a les sièges qui sont chauffants. Allez, ici, je sors de l'agglomération. J'accélère un petit peu. Je suis à bas régime. Je suis à peine à 2000 tours. J'accélère fort et déjà, ça fonctionne très très bien et sans exubérance. La sonorité est vraiment assez contenue dans cette voiture. C'est déjà un constat qu'on avait pu avoir lorsque j'avais testé la BRZ. Finalement, on ne retrouve pas une sonorité de boxer comme sur une vieille Impreza qui a souvent une sonorité très rauque. Là, c'est beaucoup plus consensuel et la sonorité est vraiment, comment dire, je vais pas dire quelconque, mais presque. Bon les amis, comme pour les tests précédents, on va bien sûr vérifier l'accélération de cette voiture. Donc elle a plus de puissance que la BRZ. La BRZ de mémoire, quand je l'avais chronométrée, elle était à un peu plus de 7 secondes, je crois 7 secondes 5 pour le 0 à 100. Celle-ci devrait bien sûr être plus rapide. Aujourd'hui, je suis avec une voiture qui est équipée de la boîte mécanique. Donc c'est une boîte mécanique à 6 rapports. Il y a un traction control, il y a aussi même un mode piste que je n'utiliserai bien sûr pas aujourd'hui vu que je suis sur route. Que vous dire d'autre? Donc je rappelle ses performances, 235 chevaux, 1,3 tonne. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui la route devrait être un petit peu humide. J'espère que je ne vais pas perdre l'adhérence.
On va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, let's go. Donc la zone rouge commence à 7500 tours. J'accélère un petit peu, mais pas trop pour pas patiner au démarrage. Allez, j'accélère à fond maintenant. Alors finalement, la zone rouge commence avant et sans. Alors quand on monte dans les tours, la sonorité devient vraiment plus sympa. J'espère que vous l'entendez aussi bien que moi. C'est finalement mieux que ce que j'ai eu précédemment. Les performances sont présentes. La boîte est facile à utiliser, elle est réactive. Et par contre, c'est presque un peu brutal. Quand on relâche l'embrayage un peu vite, ça claque, c'est viril, c'est finalement assez différent de ce qu'on a sur les véhicules modernes habituels. Donc là, c'était déjà pas mal. J'ai été surpris parce que finalement, je pense qu'en première, le moteur prend trop vite ses tours et donc l'afficheur qui indique le régime doit être en retard par rapport à la réalité. Parce que je me suis tapé le rupteur alors que j'étais qu'encore à 6500 tours, ce qui n'a pas de logique. Maintenant, on va vérifier si cette voiture braque bien. J'avoue que je ne me souviens plus comment ça se passait avec le modèle précédent. Allez, je braque à fond. Il y a bien sûr une direction assistée. Ouais, c'est pas mal. J'arrive à tourner en une seule fois. Pas besoin de remanœuvrer. Ça braque très bien. Sachez d'ailleurs aussi que si nécessaire sur cette voiture, on a une caméra de recul. Vous voyez? Donc là, je peux utiliser la caméra. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais je le rappelle aussi que si nécessaire, je peux aussi avoir les infos autour de moi sans réelle difficulté. Si je me souviens bien, il n'y avait pas de caméra de recul disponible sur les BRZ et GT86. Ou peut-être en option, du moins celle que j'avais testée, n'en était pas équipée. On est reparti pour une accélération. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas différents modes. On a juste un mode piste qui, lui, en fait, ne rend pas la voiture plus performante. Il désactive juste les aides. Donc je ne l'utiliserai pas. On va refaire une accélération. Et ce coup-ci, je vais ensuite tester le frein. Allez, let's go. Ah, là, ça va patiner un peu et ça part. Je me suis fait avoir. J'ai cru que j'allais plus pouvoir monter la deuxième à 100, mais non. Allez, je freine fort. Ouais. Là, on sent bien que c'est une voiture moderne. Il y a un seuil au-delà duquel la voiture, elle pile toute seule pour vous, quoi. Donc, c'est pas mal au niveau du freinage. On a une sensation quand même un peu sport. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif parce que si vous écrasez vraiment trop, bah vous avez instantanément l'ABS et une aide supplémentaire au freinage qui s'allume pour vous arrêter instantanément. On n'a plus un contrôle aussi précis sur la décélération au-delà d'un certain seuil. Néanmoins, ça freine très bien. Vous voyez que sur cette voiture, bien évidemment, on a des freins à disque. Freins que vous pouvez voir à travers les jantes qui sont d'origine, jantes en 18 pouces. Et vous voyez également que, de nouveau, la voiture est équipée de pneus de taille modeste, vu qu'il s'agit de pneus en 215. Donc pour une voiture avec ce genre de performance et bien sûr en propulsion, ça peut sembler de petits pneus. Certains diront que c'est pour favoriser le drift. Allez, je réaccélère. Ouais, quand on reste au-delà des 6000, entre 5 et 7000, là la sonorité commence vraiment à être audible. Là on commence vraiment à se marrer. C'est ce que j'adore avec ce moteur, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le même que précédemment. Donc c'est un moteur boxer, 4 cylindres à plat, mais surtout c'est un moteur Atmo. Il n'y a pas de suralimentation, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de turbo. Et donc c'est linéaire, c'est efficace. Et on a ce petit côté rageur dans les tours. Franchement, c'est très très sympa. Bon, bien sûr, nouvelle voiture, donc ils ont également changé l'intérieur. On ne retrouve pas le même que sur la précédente génération. Néanmoins, ça ressemble un peu. Et je dirais qu'en termes de finition, c'est pas mieux qu'avant. On a juste sur cette version GR de l'Alcantara sur les portes.
On en a aussi, bien sûr, sur les sièges. Mais pour le reste, c'est essentiellement du plastique. Plastique le plus souvent dur, très légèrement texturé pour vous nous redonner l'aspect du cuir. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas un côté luxe avec ce véhicule. On sent vraiment qu'ils ont développé ça pour faire une voiture sportive accessible. Il n'y a pas de côté luxueux dans la voiture. D'ailleurs, c'était pareil dans la BRZ et la GT86. Le volant, lui, est recouvert de cuir. On a un logo GR en bas de celui-ci. Sinon, c'est de nouveau un volant relativement classique, à 3 branches. On a les différents boutons pour gérer les infos de la radio ou de l'écran central. Sur le volant, on peut aussi gérer les infos qui sont affichées au tableau de bord. Donc le compteur a été remplacé par un écran. On a au milieu de celui-ci un indicateur bien sûr sur la vitesse, sur le rapport engagé. On a même une suggestion qui vous dit dans quel rapport vous devriez être. On a la température, le reste de carburant. On peut faire défiler certaines infos. C'est pas trop mal, mais de nouveau, c'est très loin de ce qu'on peut avoir sur des véhicules plus haut de gamme. Et pour continuer sur tout ce qui est informatique, vous voyez qu'au milieu de la console centrale, on a un écran qui reprend un peu le format de DIN. Et celui-ci donc permet de naviguer dans tout ce qui est infodivertissement. Et sachez que d'origine, il n'y a pas de GPS sur cette voiture. C'est un peu bizarre, vu que ça aurait été parfaitement adapté qu'il soit à cet endroit. Un point qui est appréciable sur l'intérieur de cette voiture, c'est qu'ils ont mis une clim qui n'est pas gérée par l'écran. On a encore des boutons, ce sont des molettes, on a des écrans qui nous indiquent la température qu'on veut. En dessous, on a des petits switches, on pourrait dire, des petits boutons pour de nouveau gérer la climatisation ainsi que le dégivrage. Franchement, c'est très bien fait, plutôt agréable aussi bien au toucher que visuellement. Ça, c'est le côté finition que j'aime bien dans cette voiture. Alors là, je vais faire une reprise. Je suis en côte, je suis en 3e, j'accélère à fond. 3000 tours, 4000, ça part. Ouais, franchement, avec ce moteur d'une plus grosse cylindrée, on a beaucoup moins besoin de jouer avec, avec la boîte de vitesse. On a tout le temps de la reprise, ça c'est vraiment pas mal. Maintenant, j'arrive sur un Dodane. Ouais, c'est plutôt ferme. Là, je vais essayer de prendre ça un tout petit peu plus vite. Je vais me caler à 30 km/h. Ouais, c'est pas tape-cul. C'est un peu ferme. C'est globalement ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture typée sport, mais sport du quotidien. On n'est pas sur une voiture extrêmement radicale. D'ailleurs, je sais que dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, il existe une version de cette voiture avec justement des suspensions un peu plus radicales et de meilleurs freins pour faire un peu plus de circuit. Bon, pour l'instant, la boîte de vitesse fonctionne vraiment impeccablement. Le débattement entre chaque rapport est assez court. Ça verrouille très bien. La sensation au pommeau est vraiment bonne. Franchement, c'est très agréable. Après, il est vrai que pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de passer la 6e. Je pense que c'est vraiment à réserver à l'autoroute. Alors les amis, me voilà maintenant dans une succession de virages. On va essayer de rester un peu dans les tours. Oh là là, la dinguerie. Le freinage est bon. En fait, j'ai vraiment tout de suite l'impression que la voiture est, elle est trop performante pour moi. J'ai pas forcément le niveau pour contrôler un truc pareil. Mais elle est plutôt rassurante. Ce moteur Atmo est génial. Ouais, il n'y a aucune prise de roulis pour l'instant là sur
comment dire, une succession de virages simples comme ici, quoi. C'est même pas assez pour juger des performances d'un bolide pareil. J'adore pour l'instant cette bagnole, hein. C'est un peu le même sentiment que sur la génération précédente, hein. Je la trouvais vraiment très très sympa. Mais alors celle-ci, j'ai l'impression que c'est encore un niveau au-dessus, hein. C'est du très 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 bon. Allez, on va dépasser cette voiture. Franchement, je critiquais le manque de sonorité à bas régime. Quand on est à haut régime, c'est vraiment vraiment sympa. C'est pas une sonorité qui est très très forte ou ni rauque. On n'a pas le côté rauque d'un boxeur d'Impreza, je le redis. Mais alors par contre, on sent bien que le moteur il tourne. Il a une petite vocalise à haut régime. C'est vraiment très sympa. Là dans ce rond-point. Ouais, je comprends mieux pourquoi certains disent que c'est une bagnole de drift, hein. Il vous suffit d'accélérer avec un peu d'angle et la bagnole tout de suite elle veut partir. Moi j'ai laissé le traction control pour éviter justement que je fasse n'importe quoi. Faut que je rende cette voiture à son propriétaire en parfait état. Mais je sens vraiment que c'est un jouet, quoi. Bon, actuellement pour l'instant le seul point qui me dérange un peu, c'est l'embrayage. Je trouve en fait que la course est très 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 longue sur l'embrayage. Il faut vraiment relever énormément pour qu'on soit plus sur l'embrayage. Ouais, alors l'autre point que je trouve aussi très très pénible sur cette voiture, même si ça peut sembler anecdotique pour certains, ce sont les clignotants. On a un système de clignotants, enfin le levier revient sur la position centrale à chaque fois qu'on l'utilise. Donc on veut aller à droite, on met le clignotant à droite, le levier revient au milieu. Et après, pour enlever le clignotant, c'est la merde. Vous essayez de remettre un côté dans le même sens, ça marche pas. Vous essayez d'aller en sens inverse, ça allume l'autre sens. Donc c'est un bordel. Et franchement, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce système. Ils auraient clairement dû laisser un système classique. Là, c'est vraiment pénible à l'usage. C'est quelque chose que j'avais déjà vu sur certaines BMW et je croyais vraiment que ça n'existait plus, hein. Je suis peut-être le seul à m'en plaindre. J'avoue que j'en parle rarement, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Moi, je déteste ce système de clignotant. Allez, j'arrive sur l'autoroute, je m'engage. Là, je suis en 4e. Prise d'info. Pas terrible vu qu'on est limité par le pilier central. Je me colle tout de suite en 5, puis même en 6. Donc à 110 en 6, je suis à 3000 tours et on n'entend presque plus rien. Je vais essayer de faire une reprise, donc je suis en 6, j'accélère à fond. 115, 120, 125, 130. Et pourtant ici je suis en montée, hein. Donc de nouveau, même en restant à 3000 tours, vu qu'on n'est pas loin de la zone de couple maximum, on a quand même de la reprise. C'est bien sûr pas hallucinant en termes de performance, hein, mais c'est efficace. Et là, actuellement, sur l'autoroute, j'entends vite fait les bruits de roulement des pneus. J'ai d'ailleurs un témoin d'angle mort, je viens de m'en apercevoir. Dans le rétro, il y a un petit logo qui s'allume quand quelqu'un veut me dépasser. Donc c'est parfaitement utilisable sur l'autoroute, c'est confortable, aucun problème. Allez, sortons de l'autoroute. Et reparlons un petit peu du design de cette voiture. Donc je vous l'ai dit, les feux et globalement l'esthétique a été modifiée, a été modernisée par rapport au GT86 et BRZ. Maintenant, les feux ont un look très très moderne. C'est quasiment que des LED si je ne me trompe pas. Au-delà des performances de cette voiture, il faut bien sûr aussi qu'on parle de ses quelques aspects pratiques. Car ça reste un véhicule tout à fait utilisable au quotidien si on le désire. Déjà,
contrairement à ce que la silhouette de la voiture peut suggérer, il s'agit bien d'une 4 places. Donc 4 places, plutôt 2 plus 2 en fait. Hein. J'ai essayé de me mettre derrière, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc les amis, me voilà à l'arrière et comme sur la précédente GT86, c'est possible pour un adulte de ma taille de se mettre derrière, mais c'est clairement pas super agréable. Parce que on a déjà, assez peu de place, on est confiné à l'arrière. Vous voyez que moi je mesure 1m70 et j'ai déjà la tête qui vient toucher la vitre à l'arrière, la vitre ou le plafond, hein, tout dépend comment je me pose, tout dépend comment je m'installe. À l'arrière, il y a également aucun accessoire, on a juste accès ici au rangement qui est dans la console centrale. On a des haut-parleurs à l'arrière, on a un genre de support qui peut servir d'accoudoir, mais il est très 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 bas, donc c'est assez mal fait, on a l'impression que c'est fait plus pour des enfants. Et il n'y a pas de porte-documents dans les sièges. Sinon, la banquette en elle-même est plutôt agréable. On a la même finition qu'à l'avant, donc c'est du cuir et de l'alcantara. C'est très doux. Que vous dire d'autre? Forcément, on a assez peu de lumière parce que le toit est complètement noir, ainsi que la sellerie. Le seul apport de lumière pour l'arrière, c'est bien sûr la vitre qui, elle, est très grande, très inclinée. Et puis voilà, donc faut pas être trop grand, faut pas être claustrophobe. De nouveau, hein, c'est une 2 plus 2, on peut pas considérer ça réellement comme une 4 places. Ça ne change qu'assez peu par rapport à la précédente GT86 sur cette GR86. Ensuite, cette voiture n'est pas dépourvue de rangement. Si on ouvre le coffre, vous voyez qu'on a de quoi mettre plusieurs gros sacs. On peut même, si on a vraiment besoin de place, rabattre la banquette arrière afin d'avoir un seuil complètement plat. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut vraiment être à 2 adultes plus énormément de bagages. Par contre, il est vrai qu'à l'intérieur, les rangements ne sont pas très nombreux. On a un vide-poche dans chacune des portes où on peut mettre une bouteille. On a une boîte à gants assez petite. Et ensuite, c'est dans le prolongement de la console centrale, on a un rangement qui fait également office de porte-gobelet. Mis à part ça, il n'y a pas d'autre rangement dans la voiture. Le reste, vous mettez tout dans le coffre. Allez, faisons une dernière accélération. Je suis en 3e, j'accélère un bon coup. Et il se met à pleuvoir. Ah, je me fais avoir par le rupteur. Hein. Parce qu'en fait, le rupteur, il arrive vraiment au tout début de zone rouge. Je dirais même 1 ou 2 crans avant l'affichage. Eh bien les amis, d'un seul coup, c'est la belle averse. Hein. Bon, on va pas essayer non plus de retester cette voiture totalement sous la pluie. Je me doute que ça va devenir funky. De toute façon, là, je pense qu'on arrive à la fin de la partie dynamique de mon test. On a vu que cette voiture était toujours aussi fun que la précédente. Elle est même encore mieux, comme on pouvait s'y attendre. Et ce que j'adore, c'est surtout le fait qu'elle soit pas plus lourde, pas plus difficile à contrôler. Elle est même plus agréable à tous les régimes. Donc cette GR est vraiment meilleure que la GT86. Et comme je vous l'ai déjà dit, au niveau de la consommation, le surplus de cylindrée ne change pas grand-chose. On est toujours à environ 8 litres au 100 en moyenne. Et le fait justement qu'elle consomme 8 litres au 100, qu'elle soit équipée d'un moteur atmosphérique et non pas turbo-compressé, eh bien c'est ce qui fait qu'actuellement vous ne voyez jamais cette voiture sur nos routes en France. Elle est sortie en 2022 et elle a un seuil de CO2 qui est à environ 200 grammes par kilomètre. Ce qui fait que lorsqu'elle est arrivée en concession, il y avait déjà
entre 15 et 20 000 euros de malus sur ce modèle. Et à l'heure actuelle, en 2024, si quelqu'un voulait en acheter une, ce qui n'est plus possible vu que Toyota ne la distribue plus en France, mais il y aurait 60 000 euros de malus. Un délire. Surtout quand on sait que le prix catalogue de cette voiture, c'était un peu moins de 35 000 euros. Donc vous imaginez, vous achetez la voiture 35 000 euros et maintenant en France, on vous dit, ouais, bah faut rajouter 60 000 pour avoir le droit de rouler avec et avoir une carte grise. Comprenez que c'est invendable. D'où le retrait de ce modèle du catalogue de Toyota. Après, elle est encore en vente dans d'autres pays. Et le fait, bien sûr, qu'elle soit aussi taxée en France explique la plaque luxembourgeoise. Le propriétaire de cette voiture, il travaille au Luxembourg, donc il a eu la possibilité de l'immatriculer là-bas, ce qui fait que cette voiture, pour lui, ne pose pas de problème. Mais si on avait eu un acheteur français pour cette voiture, eh bien, il aurait dû s'acquitter quasiment de 100 000 euros pour le même véhicule. Impensable. Donc forcément, actuellement, si vous en voulez une, il faut forcément aller sur le marché de l'occasion. Et en France, ces voitures sont très, très, très chères, justement à cause du malus que les propriétaires ont dû payer lors de l'achat. Si vous regardez les tarifs dans d'autres pays, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Mais soyez vigilants, car si vous faites venir cette voiture d'un autre pays et qu'elle est récente, ce qui est forcément le cas vu que cette voiture est sortie en 2022, eh bien en France, lors de l'immatriculation, on va vous demander de payer un prorata sur les taxes. Donc vous allez quand même payer très cher. Donc de nouveau, vous ne verrez pas souvent cette voiture en France et c'est bien dommage car actuellement je pense que c'est très certainement le meilleur rapport prix, plaisir, performance qu'on peut avoir. C'est une des dernières sportives à moteur Atmo, accessible. Malheureusement, les taxes françaises nous l'interdisent. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous apprendre sur cette GR86. Une machine géniale, il n'y a pas d'autre mot. Si vous avez des questions concernant ce modèle, je vous laisse bien sûr mettre ça dans l'espace commentaire. Si vous avez pu essayer cette voiture ou l'acquérir, peu importe dans quel pays, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. Ce sera vraiment hyper intéressant car je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de francophones qui roulent avec ce petit bolide. De mon côté, je remercie de nouveau mon abonné d'être venu depuis le Luxembourg pour que je puisse tester cette voiture qui est globalement introuvable en France. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, ce qui explique la météo. Je vous laisse me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous. C'est le seul moyen pour vous de savoir quand je vais publier de nouveau un test d'une voiture ou d'une moto exceptionnelle. Et ça grâce à mes abonnés, je le reprécise. Donc abonnez-vous, comme ça on se revoit très bientôt. Je vous dis V à tous et à la prochaine. J'espère que Toyota et les autres marques de ce genre vont essayer de proposer des véhicules, des coupés comme ça, qui réussissent à passer nos normes avec le CO2 qui sont de plus en plus draconiennes. Je me fais pas trop d'illusions, je me doute que mes espoirs vont être déçus, mais j'aimerais tellement qu'on puisse de nouveau rouler dans autre chose que des SUV hybrides de 2 tonnes sur nos routes en France. C'est vraiment trop rare de voir des véhicules modernes de ce genre.